Bon, bonjour à tous et à toutes. Euh, Commençons. Mon nom est Hamza Ambali. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici ce soir ou ce midi. Et du coup, je vais présenter aujourd'hui le travail de la thèse sur le risque systématique dans les contrats d'assurance viager, une thèse que j'ai préparée à l'Université catholique de Louvain, ou la KU Leuven. Et du coup, voilà, je m'excuse d'abord d'avance pour certains anglicismes que je vais devoir faire. La thèse a été élaborée en anglais, écrite en anglais, présentée en anglais. Du coup, c'est un petit peu un défi de tout traduire, mais j'espère que ça va bien se passer. Donc, commençons par une petite simplification des contrats d'assurance qui vont nous intéresser ce soir, mais qui est valide aussi, ou qui est valable aussi dans un cas beaucoup plus général. On a deux parties, on a un assuré, on a un assureur. L'assuré transfère le risque à l'assureur en échange d'une protection, et ceci, économiquement, se traduit par une prime Pi qui est payée à l'instant zéro qui, tout au long de la présentation, fait référence à l'instant de la souscription du contrat. Et en échange, l'assureur paie un bénéfice B dans le cas où un événement E se matérialise. Du coup, c'est l'une des caractéristiques du business de l'assurance, c'est le fait qu'on ait de l'incertitude sur ce qu'on reçoit en tant que consommateur. Et cette incertitude se trouve à deux niveaux. Un premier niveau qui est, bon, je m'arrête juste pour voir le chat, bon, c'est que des bonjours. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat, je répondrai à la fin de la présentation. Du coup, on a deux niveaux d'incertitude dans le bénéfice qui est payé. Un premier niveau d'incertitude dans le montant assuré, et c'est typiquement le cas quand on regarde les contrats d'assurance hospitalisation, et en particulier les frais de soins de santé qui sont incertains. Et le risque systématique dans ce contexte fait référence au fait que les montants futurs pourraient être plus élevés que prévu. Du coup, c'est la partie imprévisible des frais de soins de santé qu'on appellera l'inflation médicale. Le deuxième niveau d'incertitude, maintenant, se trouve dans la probabilité de paiement, qui peut aussi se trouver dans les contrats d'hospitalisation, mais dans cette présentation, on va surtout s'intéresser dans cette incertitude dans le cas où on regarde à une probabilité de survie ou de décès, et on parle de risque systématique dans un cas où les assurés vivent plus longtemps ou moins longtemps que prévu. Dans le cas où les assurés vivent plus longtemps, on appelle ça aussi le risque de longévité, qui sera l'un des sujets abordés dans cette présentation, ou moins longtemps, on fait référence plutôt au risque de mortalité. Du coup, je vais commencer d'abord par un résumé de la thèse pour avoir une vue d'ensemble de ce qui est fait dans cette thèse. Ensuite, je vais me concentrer sur certains points en particulier. Du coup, je ne pourrais pas, malheureusement, je ne pourrais pas tout aborder dû aux contraintes de temps, mais je vais d'abord commencer par une vue d'ensemble de ce qui est fait. Donc, on a trois parties. La thèse s'articule en trois parties. On a une première partie qui est dédiée à la gestion du risque d'inflation médicale et qui est inspirée et motivée par la problématique belge ou le système belge des contrats d'assurance hospitalisation privés. Du coup, on ne parle pas de la sécurité sociale, on parle des contrats d'assurance privés. Dans la deuxième partie, on ne va plus regarder l'inflation médicale, on se concentre plutôt sur le risque de longévité. Et dans la troisième partie de cette thèse, on parle plutôt de l'interaction entre les risques de longévité et de mortalité. Nous commençons par ce petit résumé. On parle d'abord de la première partie à la gestion du risque d'inflation médicale. La problématique qui est au centre de cette première partie est inspirée par le système belge, comme ça a été dit, et le système qui a été introduit par le législateur belge a pour but d'améliorer l'accessibilité de l'assurance hospitalisation et de trouver une solution au problème de la résiliation après sinistre et de l'exclusion par la prime, des choses qui pourraient de manière rationnelle être appliquées par les assureurs. Du coup, le but était d'assurer l'accessibilité et pour y arriver, le législateur a introduit des contraintes viagères sur ces contrats. Du coup, en particulier, l'assureur ne peut plus résilier après sinistre et c'est seulement l'assuré qui peut résilier. Du coup, le contrat est souscrit à vie
Et la base technique est garantie au moment de la souscription. Du coup, l'assureur doit déterminer l'évolution des primes à l'instant 0. Mais comme cela introduit un risque supplémentaire pour l'assuré, il y a un système d'indexation qui a été introduit par le législateur qui permet aux assureurs d'indexer les primes dans le temps. Et pour indexer les primes, il y a deux composantes qui sont importantes, et on va revenir sur ces points. La première composante, c'est l'indice d'inflation médicale, qui nous donne l'information sur combien il faut indexer, et un mécanisme d'indexation qui nous donne de l'information sur comment. On a le combien et le comment. Et la première question qui est abordée dans la première partie de la thèse, c'est comment construire les indices d'inflation médicale. Du coup, le comment, ou le combien, pardon. Le combien est le sujet de cette première question. Donc, comment construire les indices d'inflation médicale dans un marché où les produits offrent des garanties multiples. Où il y a un problème d'hétérogénéité. D'abord, quand on regarde des assureurs qui proposent des contrats différents, et chaque contrat propose des garanties différentes. On pourrait par exemple avoir une garantie dentaire ou une couverture hospitalisation en chambre privée ou en chambre partagée ou des soins ambulatoires. Comment tenir compte, comment construire des indices qui tiennent compte de cette hétérogénéité? Et l'approche est basée sur une distinction entre les indices de marché et des indices de produits. On ne va pas parler de ce sujet, mais je vous invite à scanner ce QR code qui vous mènera directement à la page du European Actuarial Journal où l'article a été publié. La deuxième question dans cette première partie, ce n'est plus le combien qui est capturé par l'inflation médicale, mais plutôt le comment indexer. Et pour ce comment indexer, le législateur a aussi introduit une approximation qu'on va appeler la règle du 1.5 ou le facteur 1.5. Et la deuxième question dans cette première partie, c'est est-ce que cette règle du facteur 1.5 permet d'obtenir les ajustements de primes suffisants? Et pour répondre à cette question, on compare les ajustements obtenus avec le 1.5 avec des ajustements obtenus selon l'équilibre actuariel. Et on va parler de cette approche et de cette partie en plus de détails. Et si vous voulez aussi lire l'article, voici le QR code qui vous mènera directement à la page. La troisième partie de la troisième question dans cette première partie, toujours, c'est quels sont les défis actuariels présents dans les contrats d'assurance viager dont les primes sont indexées. Du coup, ici, même si l'intérêt principal est celui du système belge, il y a aussi un intérêt beaucoup plus global dans le sens où il y a des motivations derrière ce système belge qui pourraient aussi inspirer d'autres systèmes. En particulier, la motivation de s'assurer que tout le monde ait accès à une couverture hospitalisation. Mais est-ce que le système belge est un bon modèle? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte, des choses à garder, des choses à modifier? C'est un peu ce qu'on essaie aussi de discuter dans cette première partie. Et en particulier, on regarde la solidarité intergénérationnelle ou l'effet de la solidarité intergénérationnelle et la problématique de la transférabilité des réserves. En particulier, est-ce que les réserves appartiennent à l'assureur ou à l'assuré? Et on essaie d'aborder certains conflits conceptuels qui émergent quand on compare les conséquences techniques et les conséquences actuarielles du système avec le but initial de la loi, qui est de protéger les personnes âgées. On va aussi parler un petit peu de ce sujet-là. La référence se trouve aussi dans ce QR code. On passe ensuite à la deuxième partie. On ne regarde plus l'inflation médicale, on se concentre maintenant sur la gestion du risque de longévité, mais on est toujours intéressé par des systèmes d'indexation. Dans un cadre beaucoup plus général, on essaie de généraliser ces systèmes d'indexation et notre but est de concevoir des systèmes de partage de risque entre l'assureur et l'assuré qui tiennent compte à la fois de la contrainte de solvabilité de l'assureur et de la contrainte d'abordabilité pour l'assuré. La contrainte de solvabilité qui fait sens dans ce contexte-là, puisqu'on a un risque et on veut savoir si on conçoit un produit d'une certaine manière, est-ce que ce risque va diminuer ou l'exposition à ce risque va diminuer. Et pour l'assuré, quel serait l'intérêt de s'engager dans ce nouveau contrat? Une réponse qui peut être, ou une contrainte qui fait sens, c'est de se dire que le contrat est moins cher s'il y a un partage de risque. Du coup, on essaie d'étudier ces contraintes et de concilier ces contraintes. Et en faisant ça, on propose un équilibre actuariel dynamique ou un principe
d'équivalence dynamique. La référence se trouve également dans ce QR code. Et ensuite, la troisième partie, qui est l'interaction entre les risques de longévité et de mortalité, qui ne sera malheureusement pas abordée ici. L'article aussi est toujours très proche d'une version finale. Il n'y a pas de QR code, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Du coup, l'idée dans cette troisième partie, ça n'est plus au centre de cette partie, ça n'est plus les systèmes d'indexation. On ne s'intéresse plus à l'indexation, on s'intéresse à l'interaction ou l'effet de diversification entre les risques de longévité et le risque de mortalité. On se concentre toujours sur la tarification et notre but maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on peut exploiter cette interaction entre les deux risques qui, d'une certaine manière, s'annulent ou se compensent. Est-ce qu'on peut l'exploiter dans la tarification? Au lieu d'utiliser cet effet de compensation qui est traditionnellement utilisé a posteriori dans un contexte de gestion de risque, ce qui est appelé le natural hedging, est-ce qu'on peut maintenant l'exploiter dans la tarification? Est-ce que aussi, en l'exploitant, ça pourrait mener à une situation où on améliore la profitabilité pour l'assureur et l'abordabilité pour l'assureur, tout en gardant le niveau de solvabilité inchangé? La réponse est oui, sous certaines conditions. Et en particulier, ces conditions se matérialisent sous forme des caractéristiques de l'offre et de la demande. On doit savoir à quoi ressemble le marché. Et aussi, ça se généralise au-delà du risque de longévité et de mortalité. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravi de partager l'article. Ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup, ça c'était juste une vue d'ensemble de la thèse, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les points suivants. D'abord, il y aura un petit contexte, juste pour savoir de quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'inflation médicale et à ces systèmes d'indexation. On aura un peu de contexte, on va parler de la loi belge du 20 juillet 2007. Et ensuite, on va se concentrer sur l'indexation des primes dans les contrats sujets à l'inflation médicale. Et ensuite, la dernière partie, on va regarder l'application de l'équilibre actuariel dynamique dans la conception de contrats sujets au risque de longévité. On commence avec un petit peu de contexte et le système belge. Pour parler du système belge, il est important de regarder les primes de risque annuelles pour les contrats hospitalisation. On a obtenu ces données de la mutualité chrétienne belge. Et ce qu'on voit dans ce graphe, c'est la prime de risque qui nous donne l'information sur le coût moyen d'un assuré ou les frais moyens pour un assuré à des âges différents. Ou par exemple, un assuré âgé de 40 ans va produire en moyenne quelque chose autour de 20 unités, parce que ici c'est standardisé. 20 unités relativement aux 80 qu'on a ici. Ce qu'on peut observer sur ce graphe, c'est que, mis à part la petite bosse accident qu'on a ici, et une tendance décroissante aux âges très avancés, on a quand même une tendance croissante pour une bonne partie des âges, qui est typique pour l'assurance hospitalisation. Plus on est âgé, plus on est malade, plus il y a de frais de soins de santé. Mais cette caractéristique est aussi un problème quand on tient compte du fait que les assurés jeunes vont payer une prime sans forcément avoir besoin d'assurance hospitalisation, et plus ces assurés en ont besoin, moins ils peuvent se le permettre. Et c'est dans cette idée d'abordabilité qu'intervient la loi. Et aussi le fait que, rationnellement, pour un assureur, le mieux, c'est de garder les bons risques, de garder les assurés jeunes. Et du coup, on pourrait avoir des pratiques économiquement tout à fait rationnelles de résiliation après sinistre, ou alors d'expulsion par la prime. Par expulsion par la prime, on entend par là le fait d'augmenter la prime de telle sorte à ce que les assurés ne peuvent plus se le permettre. Sans forcément résilier, on pousse l'assuré à résilier le contrat. Et c'est là que la loi intervient. Et les buts principaux de la loi, l'un des deux buts principaux de la loi du 20 juillet 2007, c'est de garantir l'accessibilité des couvertures supplémentaires. On rappelle encore qu'on ne parle plus de sécurité sociale, mais on parle de couverture supplémentaire, et protéger les assurés contre l'exclusion et la discrimination, en partie sur base de l'âge. Il faudrait aussi noter à ce point-là qu'il y a aussi un volet sur ce
il y a aussi un volet dans la loi qui se concentre sur les maladies chroniques, mais qui ne sera pas discuté aussi. Et les moyens qui ont été mis en place par le législateur pour réaliser ces buts sont les suivants. Le premier, c'est que maintenant les contrats sont souscrits à vie. C'est-à-dire quand l'assuré commence le contrat, seul l'assuré peut décider de résilier. L'assureur ne peut plus résilier. Les contrats sont maintenant souscrits à vie, sauf pour les contrats invalidité qui sont limités à l'âge de la retraite. La deuxième contrainte, c'est que la base technique est maintenant fixée à la souscription. Du coup, ça c'est justement pour éviter l'expulsion par la prime. L'assureur maintenant doit garantir la prime au moment de la souscription. Si l'assuré âgé de 25 ans commence à l'âge de 25 ans, ben, cet assuré connaît la prime pour toutes les années qui suivraient. Et une troisième contrainte, c'est que les primes sont nivelées ou nivelées par palier. On va essentiellement regarder les primes nivelées. Les primes sont aussi indexables par l'indice des prix à la consommation, ce qui paraît assez raisonnable. Du coup, on a une souscription à vie, on a le caractère viager, on a des bases techniques fixées, garanties, et on a une prime nivelée. Du coup, tout ça fait qu'on a deux conséquences importantes. La première conséquence, c'est qu'en regardant ces contraintes, on a une similarité avec les contrats d'assurance vie. En particulier, le caractère viager fait que l'assureur devrait construire des réserves pour utiliser le surplus des primes passées afin de couvrir ce qu'il faudrait pour le futur. Du coup, on a cette première contrainte qui est très importante et qui va intervenir dans le mécanisme d'indexation, sur le comment indexer. Et la deuxième conséquence, c'est que maintenant, puisque l'assureur doit garantir la base technique, il faudrait aussi s'assurer que les prédictions sont... il faut que les prédictions soient exactes. Il faudrait des prédictions exactes sur les évolutions futures des frais de soins de santé. Et c'est là où on a un problème, c'est qu'il y a une inflation médicale, et l'inflation médicale est définie, par définition, c'est les évolutions imprévisibles des évolutions imprévisibles des frais de soins de santé, dont les facteurs sont multiples et pas nécessairement quantifiables. Par exemple, l'un des facteurs, c'est qu'il pourrait y avoir une décision politique qui changerait l'intervention de la sécurité sociale. Et si l'intervention de la sécurité sociale change, le reste tombe à la charge de l'assureur, ce qui augmenterait les frais de soins de santé pour les assureurs. Même si, bon, sur ce point-là, il faut aussi noter que beaucoup d'assureurs, en tout cas en Belgique, expriment l'étendue de la couverture en fonction de l'intervention de la sécurité sociale. Mais il y a aussi d'autres facteurs où il y a une interaction entre des facteurs démographiques et des facteurs socio-économiques. Par exemple, à cause du vieillissement de la population, il y aurait moins de contributions au système de sécurité sociale et plus de paiements pour les assurés plus âgés qui seraient plus souvent malades ou qui produiraient des frais plus élevés. Mais on a aussi, quand on parle d'hospitalisation, on peut naturellement penser au progrès médical qui nécessite un retour sur investissement. Il pourrait y avoir de nouvelles maladies auxquelles on n'a pas pensé, qui nécessiteraient un nouveau traitement ou des nouveaux traitements pour des maladies déjà existantes. Mais tout ça fait qu'on a une inflation médicale qui est imprévisible, difficile à quantifier. Mais en même temps, l'assureur doit quand même garantir la base technique. Du coup, il y avait un petit problème ici. Et comme c'est toujours dans l'intérêt du législateur que l'assureur soit solvable, une solution a été proposée et cette solution est que l'inflation médicale est maintenant transférée aux assurés sous forme d'ajustement régulier de la prime, typiquement annuel. Du coup, la partie diversifiable du risque, le risque d'assurance classique, reste chez l'assureur. Et la partie systématique, risque systématique, l'inflation médicale, est transférée aux assurés. Et du coup, on a des ajustements réguliers. Et c'est une solution qui a mis d'accord les deux parties, les associations de consommateurs, en particulier le plus souvent représentées par Stef d'achat, et les représentants des assureurs. Tous les deux se sont mis d'accord sur
sur ce point, mais en particulier, l'une des choses qui était importante aussi pour les deux parties, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur les interactions entre test d'achat, les représentants des consommateurs et l'union des assureurs, il y a quand même, c'est important de préciser que ce point, que les deux parties sont d'accord sur ce point. Mais il y a une contrainte qui est aussi sur laquelle les deux parties sont d'accord, c'est que les ajustements devraient être standardisés au niveau du marché. Du coup, laisser moins de place à la compétition autour de ces ajustements des prix. Mais si on veut des ajustements standardisés au niveau du marché, il y a deux composantes, comme on l'a déjà précisé. La première composante, c'est définir un indice médical, de combien il faut ajuster. Et la deuxième composante, c'est définir un mécanisme d'ajustement ou un mécanisme d'indexation. Comment ajuster? Le combien, c'est l'indice médical qui nous lie. Et ça, c'est le sujet de la partie 1, question 1, qu'on ne va pas aborder ici. On va supposer qu'on a déjà accès à cette information de l'indice médical, mais on va se concentrer sur le comment, sur le mécanisme d'indexation. Et c'est ce qui sera le sujet de la deuxième partie, l'indexation des primes dans les contrats sujets à l'inflation médicale. Le point de départ, c'est l'arrêté royal du 1er février 2010 qui a proposé un premier mécanisme d'indexation. Et ce mécanisme est donné par cette formule. La prime à l'instant K-1, ou la prime de l'année dernière, est indexée par l'indice médical qui va nous donner directement la prime à l'instant K, ce qui paraît assez raisonnable. On observe 2% d'inflation médicale, on augmente les primes de 2%. Mais c'est là où les réserves interviennent et c'est en fait ce qui a même causé l'annulation en 2011 de cet arrêté royal suite au recours introduit par l'Union des assureurs, Assuralia. Et l'un des points qui a été mis en valeur par Assuralia, c'est qu'en fait, comme on a des réserves et que l'inflation médicale impacte aussi les réserves, il faudrait que le système d'indexation reflète cet impact sur les réserves. La Cour a annulé, pas vraiment parce que les réserves n'étaient pas prises en compte, mais surtout parce que la première version de l'arrêté royal n'avait pas justifié la raison pour laquelle les réserves n'étaient pas incluses. Parce que techniquement, ce qu'on a ici, c'est un système d'indexation parmi d'autres. Mais la première version n'a pas justifié pourquoi les réserves n'étaient pas prises en compte. Ce qui est assez important, puisque si l'idée de base, c'est de transférer tout le risque de l'inflation médicale à l'assuré, ce système n'est pas consistant avec cette idée de base. On va illustrer ça dans les slides qui viennent. Du coup, maintenant, ce qu'on a ici, c'est vraiment une simplification d'un contrat d'assurance hospitalisation juste pour voir l'intérêt des réserves et pourquoi et comment les réserves interviennent dans le système d'indexation. Ce qu'on a ici, c'est une évolution. Les P, c'est les paiements, c'est les frais de soins de santé en fonction de l'âge. Du coup, l'assuré commence à l'âge X, à l'instant 0, et les frais de soins de santé sont donnés par BX, BX plus 1, BX plus 2, jusqu'à un âge limite. Et l'exposant 0, fait référence au fait qu'on a estimé ces frais de soins de santé à l'instant 0. Du coup, c'est en utilisant l'information disponible à l'instant 0, on arrive à estimer cette évolution au fil du temps. Et en utilisant ces estimations, on peut déterminer une prime nivelée, pi 0, 0 toujours pour l'information prise en compte, on a une prime nivelée. Quand on passe à l'instant 1, il y a un bénéfice qui a déjà été payé, à l'instant 1 maintenant, le bénéfice a déjà été payé, la prime a déjà été payée aussi, les deux ont été utilisés pour construire la réserve, pi moins b, pour construire la réserve, on a donc une réserve disponible. Mais on observe aussi l'inflation médicale. Et cette observation va mener à une réévaluation du bénéfice. Du coup, on a notre ancien bénéfice, on réévalue, le bénéfice augmente de 2% par exemple, et on obtient un B1, maintenant avec un exposant 1, qui nous dit qu'on a utilisé l'information disponible à l'instant 1. Le premier arrêté royal nous dit que techniquement, on peut juste appliquer F1, pourquoi pas. Mais ce qui se passe, c'est que puisqu'on est dans un cadre viagé et qu'on utilise des primes nivelées,
le bénéfice ou toutes les primes nivelées, la prime nivelée initiale a été calculée en utilisant toute la structure de bénéfice. Du coup, si le bénéfice est réévalué, toutes les primes nivelées devraient être réévaluées. Du coup, techniquement, ça serait ce qui est sous-entendu par ce système, c'est qu'on devrait réévaluer toutes les primes. Et en particulier, l'assuré va payer va payer les primes futures Pi1, mais pour cette barre rouge qu'on a ici qui est dans la réserve, implicitement, c'est l'assureur qui va la couvrir. Du coup, dans ce système, ça n'est pas une situation où l'assuré prend tous les risques d'inflation médicale. Si on veut être consistant avec le but de l'arrêté royal belge, ce qu'il faudrait, c'est répartir ce carré rouge sur les primes futures. Et en particulier, ça va se traduire mathématiquement par un facteur alpha qu'on va appeler le facteur d'indexation, un facteur d'indexation qu'on applique à l'inflation médicale. Donc, si on a 2%, on n'applique pas 2%, on applique alpha fois 2% pour obtenir les primes. Et dans cette situation, les réserves ou l'impact de l'inflation médicale est pris en compte et c'est les assurés qui couvrent cet impact. C'est là qu'on a un deuxième arrêté royal, l'arrêté royal du 18 mars 2016, qui dit que les évolutions sont maintenant calculées en multipliant par un facteur 1,5. C'est la règle d'1,5 dont on parlait au tout début. On multiplie par un facteur 1,5. C'est une simplification. Une des motivations derrière, c'est que bon, il y a trop de calculs, on va simplifier tout ça, on va mettre un 1,5, c'est beaucoup plus facile à comprendre, qui est tout à fait, bon, il y a beaucoup d'arguments contre. Beaucoup de choses dans l'assurance sont techniques et ne sont pas simplifiées, mais le régulateur voulait simplifier ce point en particulier. Il y a aussi d'autres points qu'on va mentionner, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. C'est vraiment des points qui nous semblaient en tout cas mineurs. Si on applique le 1,5, il faudrait juste s'assurer que cette évolution ne dépasse pas de 2 points de pourcentage l'inflation médicale initiale. Et dans le cas où l'inflation est négative, on prolonge le dernier indice positif. À première vue, ça paraît quand même être un bon deal pour les assureurs, il faut l'avouer. Du coup, si on a un F égal à 2%, si on observe une inflation médicale de 2%, on augmente la prime par 1,5 fois 2%. Ça me donne 3%, on s'assure juste que ça ne dépasse pas les 2%. C'est les 2 points de pourcentage qu'on a ici. Du coup, 3%, ça reste plus bas que 4%. Du coup, c'est 3%. Si on a une inflation médicale de 5%, on augmente la prime par 1,5 fois 5%. Mais là, on a 7,5. Ça dépasse l'écart de 2% qui est imposé ici. Du coup, on indexe par 7%. Du coup, ça, c'est le système belge. Et on va essentiellement regarder les situations où cette borne ne s'applique pas. Et du coup, on ne va pas vraiment se concentrer dessus. On va essentiellement regarder la règle de 1,5. Et la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que la règle du facteur 1,5 permet d'obtenir les ajustements de prime suffisants? Et l'approche qu'on va utiliser, c'est une approche actuarielle basée sur le principe d'équivalence et on va comparer les primes qui découlent de cette règle de 1,5 à celles calculées à partir du principe d'équivalence. Et on va regarder en gros 3 systèmes différents. Un premier système, on regarde les ajustements des primes contrat par contrat, soit les ajustements des primes, soit le facteur d'indexation, ce qui est plus ou moins équivalent. Donc, on regarde les ajustements de primes contrat par contrat, c'est-à-dire qu'on regarde chaque âge séparé ou chaque groupe d'âge séparé, on regarde ces évolutions pour chaque groupe. Et la deuxième partie, où on va regarder les ajustements des primes en mutualisant le risque d'un groupe d'assurés, c'est-à-dire qu'on enlève la dépendance de l'âge. Pourquoi est-ce que cette deuxième partie est importante? C'est motivé par un point qui a été mentionné par Testachat, l'association des consommateurs belges, qui est assez intéressant et qui dit qu'en fait, on pourrait aussi se retrouver, si on a des ajustements qui dépendent de l'âge, on pourrait se retrouver dans une situation où certains assureurs, pas forcément tous, mais en tout cas certains assureurs, pourraient proposer des contrats d'assurance à très bas prix pour attirer les jeunes moins risqués et ensuite appliquer des facteurs d'indexation qui dépendent de l'âge et qui soient très élevés pour les assurés plus âgés
justifier ça par l'inflation médicale, appliquer un facteur alpha, et on se retrouve dans la situation de l'exclusion par la prime. Du coup, ça fait sens aussi de regarder ce qui se passe quand on mutualise le risque d'un groupe d'assurés et qu'on enlève ses dépendances par rapport à l'âge. On a un premier slide avec des notations mathématiques. J'essaie souvent de minimiser le nombre de formules mathématiques, comme ça peut être... en tout cas, moi, je trouve que ça peut être assez difficile à suivre des fois quand ça apparaît directement comme ça sur un slide et que je n'ai pas le temps de les vérifier. Du coup, voilà, on va juste regarder chaque partie séparée. Ensuite, on va voir la formule qui nous intéresse, et en particulier, c'est la formule d'indexation contrat par contrat. Et on regarde juste la prime payée à l'instant 1. Et ça se généralise de manière assez relativement facile pour tous les autres instants. Du coup, ce qu'on a ici, c'est pi. On a mentionné que pi, c'était la prime. Pi, ça reste la prime ici. On a cet exposant 0 qui fait référence au fait qu'on prend en compte l'information disponible à l'instant 0. Du coup, cette prime est calculée en 0. X, c'est l'âge de l'assuré à la souscription. Et 0, c'est l'instant de la souscription. Du coup, c'est la prime pour un assuré âgé de X à l'instant 0 et qui a commencé le contrat à l'instant 0. Et c'est la prime calculée à ce moment-là. Pi 1, c'est maintenant, on prend en compte l'information disponible à l'instant 1. Bx plus 1, c'est la valeur actuelle attendue des paiements restants. Et si je dois avouer que ce que je voulais mettre, c'est la actuarial present value. J'ai essayé de la googler pour avoir une traduction et je n'ai pas trouvé, du coup j'ai mis une valeur actuelle attendue. J'espère que ça passe. Bx plus 1, c'est la valeur actuelle attendue des paiements restants basés sur l'information disponible à l'instant 0. Ax plus 1, c'est la valeur d'une rente viagère à l'instant x plus 1. F1, l'inflation médicale observée à l'instant 1. F, l'inflation médicale estimée en 0. Du coup, c'est ce qui est mis dans les modèles. Ce B n'inclut pas l'inflation médicale et F est utilisé pour tenir compte de cette inflation médicale. Dans la tarification, l'assureur pourrait déjà tenir compte de l'inflation médicale. Du coup, ce qu'on trouve, c'est que la prime indexée à l'instant 1, la nouvelle prime, c'est la prime précédente, la prime à l'instant 0, à laquelle se rajoute cette quantité-là. Et cette quantité-là, son interprétation, est la suivante. Ce qu'on a ici, c'est la valeur actuelle des paiements restants multipliée par la déviation entre l'observation, ce qui s'est vraiment passé, et ce qu'on pensait allait se passer. Ici, on suppose que f est constante, mais ça se généralise très facilement au cas où l'inflation supposée est aussi, ou estimée est aussi, change aussi dans le temps. Du coup, là, on a la déviation entre ce qu'on pensait qu'il allait se passer et ce qui s'est vraiment passé. Et on multiplie et on rajoute cette rente ici pour niveler ce bénéfice ici. Du coup, l'interprétation de cette formule, c'est qu'en plus de la prime, l'ancienne prime, l'assuré souscrirait un nouveau contrat et ce nouveau contrat couvrirait le changement de l'estimation des frais qui maintenant est passé de F B0 à F1 B0. OK? Et qui est payé avec des primes nivelées. Et on peut maintenant juste réécrire. Si on réécrit et qu'on généralise à n'importe quel instant K, on a la nouvelle prime, c'est l'ancienne prime. On peut montrer qu'il existe un alpha K de telle sorte à ce qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça. Là, c'est juste intéressant de mentionner qu'en fait, la loi belge ne tient pas compte le fait qu'on pourrait déjà avoir une estimation. Techniquement, en Belgique, si on suppose 2% et qu'on observe 2%, on pourrait toujours indexer. Alors que la formule actuarielle nous dit que si on observe 2% et qu'il y a vraiment 2%, il n'y a pas besoin d'indexer, ce qui semble assez raisonnable. Et du coup, à cette déviation, on applique un facteur alpha. Dans le reste, on va supposer que f, surtout dans l'illustration numérique, on va supposer que f est égal à 0 pour se rapprocher au plus du système belge. Dans le cas où on a un contrat par contrat, une indexation contrat par contrat, on a alpha k qui dépend de l'âge et de l'ancienneté, le moment où on a commencé, le moment où le contrat a été souscrit. Là, on ne regarde pas vraiment, j'ai mis les formules, mais on ne va pas vraiment regarder les formules. Ce qui nous intéresse, c'est la dépendance, en partie celle de l'âge et celle de l'ancienneté. Si on regarde un groupe de nouveaux entrants, du coup, on essaie de se débarrasser de ces dépendances de l'âge, on garde quand même une dépendance
sur la distribution des âges, ou combien on a de jeunes, combien on a de plus âgés. Et on a aussi l'ancienneté. Si on regarde un groupe de nouveaux entrants, quand est-ce que ce groupe a souscrit le contrat. Et enfin, on a un portefeuille existant dans le cas où on mutualise le risque de tous les assurés dans un portefeuille, peu importe quand est-ce que ces assurés commencent. Et là, on a le facteur dépend de la distribution des âges chez tous les nouveaux entrants avant l'indexation et aussi le nombre des assurés. Les conclusions, au final, entre ces deux méthodes sont plus ou moins les mêmes. Du coup, maintenant, illustrons ce qui se passe numériquement et ce qu'on obtient avec ce facteur d'indexation. Regardons d'abord l'effet de l'âge. Et là, ce qu'on voit ici, c'est l'indexation contrat par contrat, et on regarde alpha. C'est le facteur d'indexation. Facteur d'indexation pour 3 âges. Du coup, 3 groupes d'assurés qui commencent à 25 ans, qui commencent à 35 ans ou qui commencent à 50 ans. Ils commencent tous à l'instant 0. Et on commence à indexer et on commence à calculer le alpha de l'instant 1 et on regarde ce qui se passe sous alpha au cours du temps. Et ce qu'on a ici, c'est que cette ligne continue qui représente le 25 ou alors n'importe la ligne discontinue, la ligne en pointillé, ont plus ou moins la même forme, qui augmente et ensuite qui diminue. Et ça, c'est ce qui reflète le fait que alpha dépend des réserves. Et que les réserves s'agrandissent ensuite qui diminuent. En partie les réserves, pas que les réserves, mais en partie les réserves. L'autre chose qu'on peut voir ici, c'est que pour une grande partie du contrat, pour toute la partie du contrat, pour un assuré qui commence à 50 ans, le 1.5 est plutôt un bon deal. La même chose pour un assuré qui a 35 ans. Et pour un assuré qui a 25 ans, on atteint le 1.5 et ensuite on descend en dessous du 1.5. Pour une bonne partie du contrat, on est quand même en dessous du 1.5 et aussi quand on regarde des primes, que je ne vais pas montrer ici, mais quand on regarde des primes, si vous voulez plus de détails, c'est dans l'article, quand on regarde les primes, c'est aussi le cas, 1.5, c'est une règle assez conservative. Et pour information, ici, on a utilisé une inflation, on a supposé que l'inflation observée est de 2% à chaque fois, on a utilisé quelques hypothèses sur le taux d'intérêt, et sur toute la base technique. Et en fait, il faut aussi être honnête, on simplifie une méthode actuarielle par 1.5, alors qu'en fait, le facteur dépend de tous les éléments de la base technique. Si par exemple, on regarde l'effet de l'inflation médicale observée, pour un assuré âgé de 25 ans, c'est ce qu'on avait observé, ça monte au-dessus de 1.5 et 700. Si on change l'inflation observée, on change de 2% à 3% vers les pointillés, le 1.5 devient en fait intéressant. Et si on a une inflation très basse de 0.5, en fait, on se retrouve dans une situation où une grande partie du contrat, le 1.5, n'est pas suffisant. Du coup, à la question, est-ce que la règle du facteur 1.5 permet d'obtenir les ajustements de primes suffisants? La règle mène souvent à des ajustements suffisants, mais ce n'est pas suffisant dans certains cas, et en particulier, le mécanisme est sensible aux hypothèses sur la base technique et sur ce qu'on va observer en termes d'inflation médicale. Du coup, je vais m'arrêter là sur ce point, et je pense que je ne suis pas sûr si je vais y arriver, mais bon. On va regarder juste l'effet de la mutualisation, et là, on va regarder 2 portefeuilles différents. Un portefeuille où on a essentiellement des assurés jeunes, et un portefeuille où on a des assurés une distribution uniforme des assurés. Et on regarde ce qui se passe pour l'augmentation des primes. Là, on ne regarde plus le facteur d'indexation, on regarde l'évolution des primes. Et ce qu'on a ici, c'est un assuré âgé de 25 ans, un assuré âgé de 35 ans et un assuré âgé de 50 ans. Et on compare les primes au fil du temps. Dans la méthode individuelle, c'est la ligne continue. La ligne discontinue pour la méthode agrégée dans le premier portefeuille, on a essentiellement des jeunes nouveaux entrants. Et les pointillés, la méthode agrégée, on a des nouveaux entrants avec des âges uniformes. Et ce qu'on observe, si on regarde par exemple pour l'assuré qui a commencé à l'âge de 25 ans, la méthode individuelle, la ligne continue et la ligne en pointillé se confondent. Du coup, que ça soit, c'est un peu plus élevé avec la méthode individuelle, mais c'est quasiment proche de la méthode agrégée où on a essentiellement des nouveaux entrants jeunes.
Et dès qu'on commence à avoir plus de nouveaux entrants âgés, la méthode agrégée donne des primes plus basses. On a plus ou moins la même chose aussi dans le cas d'un assuré qui rentre à l'âge de 35 ans. On observe l'inverse pour un assuré qui commence à l'âge de 50 ans. En particulier, la méthode individuelle mène à des primes qui sont plus basses. Et dès qu'on commence à avoir des assurés jeunes, la prime augmente. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la prime pour un assuré âgé de 25 ans, la souscription, elle est quasiment la même si on applique la méthode contrat par contrat ou la méthode agrégée. On a essentiellement des nouveaux entrants jeunes, mais elle est plus élevée dès qu'on commence à avoir des nouveaux entrants plus âgés. Et du coup, la méthode individuelle n'est pas forcément la méthode favorite pour un nouvel entrant jeune. Et c'est l'inverse pour un nouvel entrant âgé, c'est la méthode individuelle qui est préférée, qui mène à des ajustements de primes plus bas. Et du coup, les méthodes agrégées sont plus favorables aux jeunes et moins favorables aux assurés plus âgés. Et c'est là qu'on commence à voir un peu plus le défi et le conflit entre les conséquences techniques, les conséquences actuarielles et le but initial de la loi. Donc, on a le choix entre une méthode individuelle qui pourrait peut-être mener à des pratiques commerciales où l'assureur proposerait une prime plus basse pour les jeunes et qui augmenterait au fil du temps et qu'on aurait indirectement une expulsion par la prime, ou alors soit la méthode individuelle, soit la méthode collective ou la méthode où on a une mutualisation. Et dans ce cas-là, c'est les assurés plus âgés qui payent pour l'inflation médicale pour les plus jeunes. Du coup, il y a beaucoup à dire sur ce sujet et si vous voulez plus de détails, il y en a dans les articles, mais je vais m'arrêter ici et essayer de voir. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de parler de cette troisième partie. N'hésitez pas à me dire si je vais continuer, mais si je vois un message qui apparaît, je vais juste dire que c'est Samuel qui me demande de m'arrêter. Du coup, parlons maintenant de l'application de l'équilibre actuariel dynamique dans la conception de contrats sujet au risque de longévité. Là, maintenant, on ne s'intéresse plus au risque d'inflation médicale, on s'intéresse au risque de longévité, mais on est toujours intéressé par ces systèmes d'indexation. OK, parfait. Du coup, on est toujours intéressé par ces systèmes d'indexation et dans un cadre où l'assureur garde le risque diversifiable, le risque traditionnel de l'assurance, et transfère aux assurés le risque systématique, ou dans ce cas-là, le risque de longévité. Donc, on va généraliser ce système d'indexation, et en particulier, on va au-delà d'un système où on transfère tout le risque, où on ne transfère rien du tout. On va transférer une partie du risque. Et dans ce cadre de partage de risque, on va étudier l'équivalence, un principe d'équivalence dynamique dans le but de concevoir un système de partage de risque viable. Et par viable, on sous-entend que c'est un partage de risque où les deux parties se retrouvent. Donc, pour les assureurs, on a une diminution du risque, en supposant que c'est ce que les assureurs préfèrent. Et pour les assurés, c'est une prime moins élevée ou un paiement, la valeur présente de tous les paiements, y compris les indexations futures, mènerait à un paiement plus bas comparé à un produit classique. On a juste un chargement classique. Du coup, comment ça se passe? C'est vraiment plus ou moins la même chose que le système d'indexation pour le cas de l'inflation médicale. On commence à l'instant zéro, on a l'information disponible à l'instant zéro, on compare la valeur actuelle attendue, la valeur présente attendue, des bénéfices futurs et des primes futures, et on détermine la prime. On rajoute ensuite un chargement. Et ensuite, on arrive à l'instant K, on compare l'information disponible en utilisant l'information disponible à l'instant K, on compare la réserve disponible, ce qu'on a construit, et la réserve requise, ce qui nous reste, ce qu'on devrait avoir. Et dans le cas où ces réserves sont différentes, on ajuste. On ajuste en rajoutant un montant, qu'on va appeler le montant nécessaire. Et en rajoutant ce montant nécessaire, on s'attend à ce que le réserve disponible après ajustement soit égal à la réserve requise après ajustement. Donc, les réserves sont maintenant égales. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce montant nécessaire.
En particulier, comment couvrir le montant nécessaire. Et c'est là où le partage de risque intervient. On va avoir une part alpha. Ce alpha n'a rien à voir avec le alpha de l'inflation médicale, juste pour information. C'est juste un alpha entre 0 et 1. C'est vrai que j'aurais pu essayer de trouver quelque chose d'un peu plus stratégique. C'est bon, c'est trop tard. On a un alpha, c'est la part transférée aux assurés, qui va se traduire par des ajustements des primes. Et on a un moins alpha, c'est la partie que l'assureur va garder, qui va se traduire par un montant rajouté par l'assureur pour couvrir ce qu'il faudrait couvrir pour couvrir cette déviation. Donc, maintenant, la question, c'est comment trouver un partage de risque viable ou comment définir un partage de risque viable. Ce qu'on va voir ici, ce qu'on suppose, c'est que l'assureur est prêt à vendre ce genre de contrat si on a une condition de solvabilité qui va mener à une borne inférieure. Du coup, l'assureur serait prêt à transférer au moins quelque chose. Idéalement, l'assureur transférait tout le risque à l'assuré. Et il transférait au moins un certain montant ou une certaine partie du montant, de telle sorte à ce que la probabilité de perte soit plus basse ou l'exposition au risque de longévité soit plus basse comparé à un contrat classique où on n'a pas du tout de partage de risque. Pour les assurés, on a une condition d'abordabilité. Du coup, les assurés seraient prêts à souscrire ce genre de contrat si on a au plus une partie du risque qui est transférée. Idéalement, les assurés ne prendraient pas de risque du tout si on a le même prix. Pour un même prix à l'instant zéro, ils seraient prêts à... ils préféraient ne prendre rien du tout, mais ils pourraient prendre au plus un certain montant, ce qui nous donne une borne supérieure. Du coup, si on combine la condition de solvabilité des assurés et la condition d'abordabilité des assurés, on peut définir un partage de risque viable, et c'est cette partie orange où les intérêts des deux parties se rencontrent. Mathématiquement, ça c'est le deuxième slide avec des formules mathématiques. Voici nos notations. On a pi, psi, phi et tpx. Pi 0, c'est la prime de départ et c'est la prime pure. La prime pure et psi, c'est le chargement qu'on rajoute au contrat classique. Pas de partage de risque du tout. Et dans un contrat évalué sous le principe d'équivalence dynamique, on a un chargement phi. Du coup, là, on a un chargement psi et on a un chargement phi. On pourrait déjà se dire que, intuitivement, si on partage le risque, si l'assureur transfère le risque, le contrat devrait être un peu moins cher. Du coup, il y aurait une participation future si le contrat est un peu moins cher. Et TPX, c'est la probabilité de survie. On va regarder essentiellement le capital différé, c'est la formule la plus simple, mais des formules existent aussi pour les annuités. Mais ça nous donne une idée sur l'intuition derrière. Et TPX, c'est la probabilité de survie, et du coup la probabilité de recevoir le capital à terme. Du coup, le contrat satisfait ces deux conditions, la condition de solvabilité et la condition d'abordabilité, si alpha, la part qui est transférée, je suppose qu'elle est constante ici, si alpha est entre cette borne supérieure déterminée par l'abordabilité, c'est la contrainte imposée par l'assuré, et la partie bleue, la borne inférieure qui est imposée par l'assureur, c'est la contrainte de solvabilité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formule? On a les pi0 et les tpx qui reflètent essentiellement les caractéristiques du contrat. Il n'y a pas trop de flexibilité ici. Mais ce qu'on a, c'est que pour un certain psi, du coup, on a un contrat classique de référence qui offre un contrat avec un chargement psi. Du coup, pour un certain psi, pour chaque valeur de phi, on aura un intervalle de phi, de alpha. Du coup, on va avoir une surface qui est déterminée par phi et alpha pour chaque psi. OK? Bon, illustrons ça avec 3 exemples. Chaque exemple va nous donner une perspective différente sur ce partage de risque viable. Où la première, c'est dans le cas où on a un psi qui est égal à 1% de la prime pure, où le chargement est égal à 1% de la prime pure. On a pris une probabilité de survie qui est plus ou moins celle d'un assuré âgé de 25 ans pour un produit de 30 ans.
Du coup, dans ce cas-là, pour un psi égal à 1% de la prime pure, on regarde phi, ça c'est le chargement du contrat alternatif sous le principe d'équivalence dynamique, phi qui est entre 0% et 100% de psi, qui est en dessous de psi, soit 0% jusqu'à 100%. Et pour chaque psi, pour chaque phi, on va regarder un alpha différent. La ligne continue, c'est la bande supérieure, la ligne discontinue, c'est la bande inférieure. Et dans ce cas-là, pour ce psi-là en particulier, la borne supérieure est inférieure à la borne inférieure. Et en particulier, les intérêts des deux parties ne se rencontrent pas. Du coup, il n'y a aucun point où les deux pourraient se mettre d'accord pour ce psi. Du coup, si on a un phi de 40%, l'assuré préférait quelque chose d'en dessous et l'assureur préférait quelque chose au-dessus de cette ligne. Le seul point sur lequel les deux parties se mettraient d'accord, c'est pour un phi égal à 100% de psi et un alpha égal à 0%. En gros, pas de partage de risque et le même chargement. Du coup, en gros, les deux contrats sont équivalents. Si on augmente psi, du coup, en fait, la raison pour laquelle en fait, ils ne se rencontrent pas, les intérêts ne se rencontrent pas, c'est que le chargement est très, très bas. Du coup, le contrat classique est tellement abordable qu'en fait, il n'y a aucun qui préfère ça. Si on augmente psi, si on prend un psi égal à 1,94 de pi, dans ce cas, on a une ligne, la borne supérieure et la borne inférieure se rencontrent dans cette ligne ici. Et par exemple, si on a un phi égal à 40% de psi, qui est plus bas et qui représente 40% du chargement du contrat classique, pour environ 60% de partage de risque, l'assuré est content. Du coup, si chaque année, on a une déviation et 60% de cette déviation est transférée à l'assuré, l'assuré serait, a priori, selon les modèles qui sont utilisés, très d'accord si le chargement est 40% de ce. Et on a toute cette ligne. On peut aussi remarquer que pour 100% du risque partagé, les deux se mettraient d'accord pour 0%. Du coup, pas de chargement, l'assuré prendrait tout le risque. Full chargement, l'assuré ne prendrait aucun risque. Ce qui fait assez sens. On s'attend à que ces deux points limites existent. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici. Maintenant, si on augmente un peu plus, parce que le 1,94 a été choisi de manière assez stratégique, de telle sorte à avoir la upper bound et la lower bound qui se rencontrent. Maintenant, si on augmente psi, on en prend un psi qui est égal à 3%, c'est là qu'on commence à observer une surface. Du coup, si le contrat classique est un chargement suffisamment élevé, ou un prix suffisamment élevé de manière plus générale, dans ce cas, on se retrouve avec des surfaces qui sont assez intéressantes. On a toujours les points limites ici et ici, mais on a aussi, par exemple, si on a un chargement de 60%, pour n'importe quel alpha plus ou moins entre 40 et 60%, les deux se mettraient d'accord. Du coup, il y a peut-être des mécaniques de compétition qui vont intervenir ici, mais a priori, selon cette inégalité qu'on a vue dans le slide précédent, n'importe quel alpha ici conviendrait si phi est environ 60% de psi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si phi est autour de 35% du chargement psi, ou en dessous du chargement prix, n'importe quel phi qui est de ce côté-là, du 35%, jusque 100%. L'assuré serait prêt à prendre jusque 100%. Quasiment 100%. On est autour du 99,9, ce qui est assez intéressant. Du coup, voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que je suis allé un peu trop loin. Je n'ai pas laissé trop de place pour les questions, mais je suis prêt à y répondre par email. Juste pour très vite conclure, on a regardé la gestion de risque d'inflation médicale avec un focus sur le système belge, mais il reste d'autres choses à faire, en particulier étudier beaucoup plus l'impact de la transférabilité des réserves. On a aussi parlé du risque de longévité et on a essayé de généraliser les mécanismes d'indexation et d'étudier le partage de risques viable, de comment concevoir ces partages de risques viables. Il y a aussi d'autres choses à étudier ici, en particulier comment intégrer l'asymétrie informationnelle et comment tenir aussi compte de la compétition dans la tarification de ce genre de produits. Du coup, voilà, merci beaucoup. Désolé pour être allé un peu trop loin, mais merci beaucoup de votre attention.